Bienvenue au séminaire, la troisième séance du séminaire doctoral de cette année du Centre droit et perspectives du droit. Après les deux premières séances qui étaient consacrées, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, à la préparation de la soutenance de thèse d'abord, et puis ensuite à un travail sur les rapports entre, l'utilisation de l'argument interdisciplinaire dans une thèse juridique, avec l'exemple de l'argument économique, c'est une thèse sur l'ON Economics. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isolde Paric, qui viendra pour un séminaire consacré à l'usage du droit comparé et la mobilité internationale dans une thèse sur le doctorat et la mobilité étrangère en général, et la mobilité internationale en général, ce qui concerne a priori un nombre restreint de doctorants, puisque j'ai regardé un peu mes fichiers, et finalement, assez rares sont les sujets qui affichent clairement une perspective de droit comparé. Enfin, il n'y en a pas beaucoup au CRDP, en dépit d'un nombre très conséquent de doctorants. On n'a vraiment pas énormément de thèses qui l'annoncent directement. Mais donc ça les concerne évidemment au premier chef, mais ça concerne, je crois, aussi de manière assez importante l'ensemble des doctorants, c'est-à-dire même ceux qui ne travaillent pas directement sur un sujet de droit comparé, comparaison franco-anglaise, franco-belge ou franco-andorrine, je ne sais pas si c'est possible. Et ça concerne à mon avis l'ensemble des doctorants parce que ça en réalité, l'utilisation du droit comparé ou le travail sur d'autres systèmes juridiques ouvre des perspectives intellectuelles, des perspectives aussi en termes de recherche, et nécessairement finit par transformer l'objet de la recherche, l'objet de la thèse, et du coup on a une progression dans l'analyse juridique qui se fait comme vous pouvez le faire par exemple de manière classique, mais en général les juristes ils sont plus enclins, comme vous pouvez le faire lorsque vous faites une recherche disons historique. La plupart du temps, je sais pas, dans vos premières années de thèse ou vos premiers mois de thèse, vous allez la plupart du temps travailler sur des aspects historiques, comment c'était avant, est-ce que c'est un nouveau concept, et puis est-ce qu'il y avait, je sais pas, alors les civilistes vont faire un peu de droit romain, alors du droit romain de seconde main, généralement au début, on va prendre un ouvrage de droit romain, puis après on va prendre des ouvrages de droit romain un peu plus poussés, puis des articles de romanistes, dans lesquels là cette fois-ci il y a des citations en latin, alors il faut... Puis alors bon, certains s'arrêtent là, et puis d'autres vont se dire, oh bah quand même, la citation en latin, j'ai quelques notions, mais quand je lis ça, je suis pas tout à fait sûr, on travaille, et puis finalement on se met à faire une thèse dont le changement, avec un changement de l'objet de recherche. J'en ai un exemple qui n'a strictement rien à voir avec le droit comparé, mais l'un de mes très bons amis qui a fait une thèse sur le contrat unilatéral qui a été publiée très récemment, qui a mis très longtemps, donc c'est un très mauvais exemple et je ne le ferai pas intervenir, mais trop longtemps par rapport au canon standard actuel, mais il s'est mis d'un seul coup à faire du droit romain et à en faire sérieusement. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait du droit romain pendant 2 ans ou 3 ans à faire... je ne sais pas si ça lui a vraiment servi, mais ça a transformé l'objet de sa thèse, nécessairement parce qu'il a modifié sa compréhension. Et de la même manière, en réalité, lorsqu'on travaille sur une législation étrangère ou sur un autre système, ou en tout cas sur une autre manière d'aborder ce sujet que celle qui, a priori, nous est dictée par l'exposé des textes, des règles, ou en tout cas l'approche que l'on peut avoir assez intuitivement d'un sujet, eh bien, on modifie sa perception parce que cette perception nous est imposée par le fait que d'autres ne le voient pas de la même manière et qu'ils ne peuvent pas le voir de la même manière parce que leurs règles sont différentes, leur système est différent. Et du coup, ça oblige à reposer des questions qui, a priori, sont des questions qu'on ne se pose plus. Et c'est un phénomène très courant que l'on rencontre lorsqu'on est interrogé dans ses certitudes avec des questions assez banales, mais qu'on ne se pose plus parce qu'on est devenu trop spécialiste. On retrouve très bien ce phénomène lorsqu'on commence à enseigner en général et que des étudiants de première année posent des questions qui sont parfois déconcertantes. Alors elles le sont des fois parce qu'elles sont véritablement déconcertantes et qu'on ne sait pas trop de quoi peut donc parler cet étudiant de première année, mais parfois elles sont déconcertantes parce qu'elles sont en réalité très intelligentes et on ne peut pas y répondre parce que la réponse qu'on offre est dictée par un certain nombre de prérequis qu'on a pu interroger parce que ça relève de postulats pour nous. Et je crois que le travail sur le droit comparé offre peut-être cela. Alors du coup, je vais laisser évidemment la parole à notre intervenante, mais je profite de l'occasion pour vous dire que l'Université Lille 2 vient de remettre à plat sa politique de mobilité internationale à destination des étudiants de Master 2 et des étudiants
enfin des doctorants, dans un nouveau système dont l'acronyme est CABRI. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça signifie, mais Commission d'attribution des bourses de recherche internationale, ça, qui vient donc l'appel à projet vient à l'instant, enfin, est tombé la semaine dernière, qui se réunira 2 fois par an, mai et novembre, disons. Le prochain appel à projet, c'est 15 mai, avec un formulaire qui est assez complet, il n'est pas très compliqué, à vrai dire, à remplir. Et il utilise un certain nombre de critères, mais tout ça pour vous inciter à envisager s'il y a un intérêt, si vous ressentez un besoin ou une question qui est liée à des aspects internationaux, à envisager un séjour à l'étranger. C'est tout à fait possible, on a beaucoup d'étudiants qui l'ont fait, ça apporte nécessairement, sans pour autant faire un travail qui soit véritablement un travail de type co-tutelle, avec un séjour, disons, la moitié du temps dans un autre pays et puis moitié du temps dans son pays d'origine, mais même sans avoir ça, un séjour de, par exemple, 4 mois dans un autre pays qui présenterait des spécificités, qui offrirait un système très différent, peut tout à fait être envisageable. On a plein d'universités partenaires et il y a des possibilités de financement. Alors après, il faut voir concrètement ce qu'il est possible de financer, le coût réel effectif à votre charge, à la charge du labo, mais en tout cas, il y a un certain nombre de possibilités. Il y a du financement qui sont offerts par l'école doctorale, par le labo et par le département des relations internationales, et ça permet que la charge finale pour le doctorant soit assez souvent assez dérisoire, en tout cas par rapport au coût complet. On a un certain nombre de doctorants qui sont partis sur des séjours assez longs, même des séjours transatlantiques, qui sont a priori les plus coûteux pour des raisons de vol initial. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Et si vous avez des questions relatives à Cabri, eh bien, vous pouvez toujours me les poser. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de réponses, mais je peux regarder le formulaire en direct pour essayer d'y répondre. Mais je vous transmettrai, si vous ne l'avez pas reçu dans les appels approchés, vous l'avez peut-être reçu. Non, en tout cas, le formulaire Cabri, vous avez dû le recevoir dans votre adresse. Si vous ne recevez pas c'est bien d'avoir des doctorants qui disent si comme ça, mais si vous ne le recevez pas, c'est sans doute que vous n'êtes pas abonné à la newsletter ou que vous ne recevez pas les informations du CRDP. Veillez à mettre votre adresse mail, une adresse mail à laquelle on puisse vous joindre, parce que vous consultez votre adresse Univille 2, car normalement on diffuse toute l'information. Voilà. Je laisse donc la parole à Isolde Paris. Avant, tous les parcours sont sans doute un peu spécifiques et mon objectif, c'est de vous montrer ma spécificité. Et si vous avez des questions, j'espère entrer en dialogue avec vous et peut-être simplement discuter permettra d'ouvrir des portes. Alors, mon parcours est un peu spécifique parce que d'abord, je suis licenciée en droit en Belgique et je me retrouve maintenant lecturer, qui est à peu près maître de conférence, dans une université anglaise. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment je suis passée d'une licence en droit en Belgique à ma position actuelle. Et donc, avant le doctorat, j'ai fait une candidature bilingue français-néerlandais à Bruxelles, dans 2 universités bruxelloises. Et c'était très intéressant parce que ça m'a exposé à la manière de réfléchir des néerlandophones par rapport à un système qui, a priori, est le même dans une Belgique fédérale, mais la simple façon de voir comment l'autre groupe linguistique appréhendait les mêmes questions, notamment de droit constitutionnel, m'a interrogé sur la manière, la culture juridique des groupes dans un pays. Après, j'ai fait ma licence en droit dans une université bruxelloise, où j'ai fait un séjour à Rotterdam. Voilà, c'était un séjour assez traditionnel qui m'a un peu exposé à l'anglais à l'époque. Et puis, je suis entrée directement à l'université comme chercheur. J'ai aussi eu une pratique dans le notariat, pas comme notaire, mais comme clerc de notaire, et dans une banque pendant un certain nombre d'années, plus ou moins 5 à 6 ans. Mais j'avais toujours une attache de chargée de TD dans une université à Bruxelles. Et j'ai fait de la recherche contractuelle, donc au profit de pouvoirs publics belges, et notamment sur les PPP en 2000-2001. Quand je dis recherche, donc c'était vraiment le ministère de l'économie wallon qui s'interrogeait sur les partenariats publics-privés et avait des questions à l'époque. C'était un concept relativement neuf, en tout cas en Belgique, et qui nous venait de l'Angleterre. Et dans le cadre de mes activités à l'université, vous allez voir que j'ai parfois eu des opportunités et parfois
j'ai aussi eu des difficultés et je vais essayer d'un peu les souligner pour vous, pour voir un peu ce que ça peut faire dans votre propre parcours. Une des opportunités que j'ai eues, c'était d'être rapporteur général dans une académie de droit comparé qui a lieu normalement tous les 4 ans et c'est un forum où tous les comparatistes se rejoignent pour discuter de thèmes relativement traditionnels, de droit des contrats, de droit public, de droit administratif. Et en général, il y a eu un travail de préparation pendant 2 ans par un rapporteur général sur la base de questionnaires qui sont envoyés aux membres. Et moi, par exemple, j'avais travaillé sur les autorités administratives indépendantes et j'avais des rapports de 14 pays, aussi bien Israël, la Russie, la France, les États-Unis. Et donc, ça m'a permis d'avoir une certaine pratique, ou en tout cas d'être confronté à la question de comment est-ce qu'on fait du droit comparé, comment est-ce qu'on propose des questions de droit comparé sur un sujet assez précis, puis comment est-ce qu'on essaye de lire les travaux de collègues dans leur domaine. La langue de travail, les langues de travail de l'Académie de droit comparé, c'est le français et l'anglais, donc ça limite la langue, le problème de communication, mais après, les systèmes peuvent être très différents, la manière dont on s'exprime peut être très différente. Et donc pour moi, j'étais confrontée à ces différences dans un travail scientifique assez tôt, finalement, dans ma carrière. À cette occasion, en 2006, je suis partie en Angleterre, et je vais surtout vous parler de mon doctorat, mais il est arrivé là dans ma carrière, où je suis partie en Angleterre faire une thèse de droit comparé des PPP. Alors pourquoi les PPP? Parce que j'avais donc eu cette recherche financée par le ministère de l'économie wallon et qui m'avait interrogée sur plein de choses que je ne comprenais pas, et parce que j'avais donc eu une certaine questionnement et une interaction avec des praticiens, ce terme était resté dans ma tête et je souhaitais l'approfondir. Les PPP étant un sujet extrêmement anglais, le séjour en Angleterre s'imposait. Et dans le courant de ces 4 ans de doctorat, j'ai fait des TD de droit français dans une double maîtrise qui existait à l'époque. Après mon doctorat, mais je vais vous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé dans le doctorat dans quelques minutes, mais pour que vous voyez un petit peu les étapes ultérieures ou les questions qui se sont posées. J'étais en Allemagne faire un DAAD Junior Scholar, et c'est quelque chose qui pourrait être ouvert aussi, je pense, à des Français, parce que c'est le ministère allemand de l'éducation, je pense, qui donne des bourses aussi bien pour des doctorants que des jeunes chercheurs. Et on peut aller passer 3 à 4 mois en Allemagne dans une université avec des frais de base payés. Et c'était très intéressant et ça m'a amené vers un autre système juridique. Après, j'ai été engagée en Angleterre et je travaille toujours comme lecturer de droit français en Angleterre. Alors, ma thèse de doctorat, je pense que c'est important lorsqu'on fait du droit comparé, c'est s'interroger sur la méthode, la validité du résultat de la comparaison. On peut se demander pourquoi on fait du droit comparé, mais aussi quelle est la solidité de l'argument. On n'est jamais tout à fait, je pense que c'est très difficile de devenir tout à fait expert dans les deux systèmes de la même manière. Et donc pour moi c'était important d'obtenir l'équivalence de mon doctorat en Belgique, et actuellement je suis aussi maître de conférence à temps très partiel à l'ULB où je donne des cours de droit administratif comparé. Après, depuis lors, je suis toujours basée sur mes travaux de recherche en fait, de doctorat. J'ai obtenu un British Academy Small Research Grant, qui est vraiment pas beaucoup, c'est 7000 pounds qui m'ont été octroyés, mais pour venir en France, en Belgique et en Angleterre, toujours pour travailler sur différentes questions que mon doctorat a enclenchées. Alors, normalement, lorsqu'on fait une carrière, je suppose qu'il est normal, enfin en tout cas en Angleterre, il est normal de publier son doctorat. Mais ce n'est pas toujours facile de publier, au sens où le moment où on dépose le doctorat n'équivaut pas nécessairement en Angleterre à une qualité d'édition automatique. Et donc il est normal en Angleterre de prendre 3, 4, parfois un petit peu plus longtemps, 3-4 années pour publier la thèse en une monographie. Je pense qu'en France, ce sera sans doute un peu différent pour vous, mais c'est la réalité en Angleterre. Mais ce qui est intéressant, je pense, pour vous, c'est que vous allez voir que pour moi, ça a posé des problèmes, cette étape de publication,
mais qu'en même temps que ça a posé des problèmes, ça a ouvert des possibilités que je suis en train d'enclencher. Et donc ça vous donne un synoptique des étapes principales de ma recherche, si vous voulez. Alors, je vous ai parlé à quelques reprises du fait que mon doctorat, c'est sur les partenariats publics-privés. Est-ce que vous connaissez plus ou moins ce que sont les partenariats publics-privés? Les contrats de partenariat en France, c'est effectivement des contrats publics, et c'est normalement un mécanisme de financement par le privé de l'infrastructure publique, comme les prisons, je pense. En France, il y a en tout cas eu pas mal de débats sur cet aspect-là. Voilà ce que je fais. Ce à quoi je m'intéresse, c'est surtout l'aspect plus de droit administratif que l'aspect du financement, mais nécessairement il y a des interactions entre les deux aspects. Et ma question à la base, c'était de savoir si le recours au partenariat public-privé avait une influence sur la situation juridique des usagers des services publics, et si oui, quelle pouvait être cette influence. Et donc, à partir de cette question relativement générale, j'avais des questions plus particulières qui sont nées. Qu'est-ce que c'est réellement un partenariat public-privé? On a une définition, par exemple en France, mais dans d'autres pays, il n'y a pas nécessairement cette définition. Cette définition peut être très contestable en droit ou de manière économique. Et donc, j'avais déjà des questions sur ce qu'étaient les partenariats public-privés. Et puis, ma question se rapportait à la relation entre ces PPP et les usagers. Et donc, la question que j'avais, qui était subséquente, c'était de savoir quelle est la position de base, d'habitude, des usagers des services publics. Alors, ça peut paraître très simple en droit administratif français. Il y a les lois sur les services publics, les lois Roland. Mais après, il y a toutes sortes d'autres aspects de la relation juridique qui peut aussi être analysés. Et j'avais besoin de comprendre ce que je voulais comparer, ou ce à quoi je voulais comparer la relation entre les PPP et les usagers. Et dans la littérature juridique, on estime souvent que les PPP sont nouveaux, ou en tout cas, il y a des contestations, des débats parfois assez pointus sur la question de savoir si les PPP sont bien quelque chose de nouveau dans les outils de l'action publique, ou si au contraire ce n'est qu'une forme particulière de concession. Et je pense que M. Besançon en France a écrit un livre qui s'appelle 2000 ans de PPP, où clairement il essaye de montrer que les PPP n'ont rien de nouveau, que déjà les Romains pratiquaient des formes particulières de PPP, et que des grandes constructions en France sur la base de la concession participent au même principe que les PPP. Donc il y a des questions qui se posaient, un peu d'histoire du droit, même si moi je ne me suis jamais posé trop de questions sur comment ça se passait dans le droit romain, mais il y a certainement une question de perspective historique à partir du moment où on vous dit qu'un instrument juridique est nouveau. On se demande nouveau par rapport à quoi. Alors il ne faut pas oublier que moi je suis belge, que j'avais fait des candidatures, le premier cycle de mon diplôme de droit en partie en néerlandais, et j'avais des questions par rapport au PPP et leur rapport, leur compréhension en Flandre, parce que dans les années 2000-2001, il y a eu un décret flamand qui a formalisé et institutionnalisé les PPP en Belgique, et pour la partie flamande du pays, c'était devenu un symbole particulier d'un renouveau de l'administration publique et des règles de droit public, et particulièrement un mouvement en Belgique essayait et essaye toujours de détacher le droit administratif belge des règles françaises, de l'héritage français du droit administratif, notamment pour dire qu'il y a une modernisation, un renouvellement, en tout cas une nouvelle conception de la relation qui se crée entre le citoyen et l'administration. Et donc ma question était de savoir comment un instrument juridique particulier pouvait participer à une culture administrative, à une culture juridique particulière. Et ce qui m'interpellait, c'était de savoir vraiment si l'outil qui était utilisé en Flandre correspondait aux PPP dans leur pays d'origine. Et les PPP, lorsqu'on ouvre un ouvrage sur les PPP, ou lorsque le monde politique parle de PPP, vont normalement référer à la Private Finance Initiative, qui est une institution anglaise qui a été annoncée un jour par le ministre des Finances anglais en 1992, à un moment où l'Angleterre traversait une crise économique assez particulière. Et donc ma question était, ok, les néerlandophones de mon pays disent qu'il y a un renouveau de l'administration, ils utilisent un instrument qui vient du monde anglo-saxon. Comment est-ce que ça fonctionne dans ce pays d'origine? Pourquoi est-ce que l'Angleterre a tout à coup, en 1992,
décidé de mettre en œuvre ce programme de financement des infrastructures publiques. Que dit la doctrine anglaise sur ce mécanisme de financement, comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences pour l'usager moyen anglais? C'était mes questions qui survenaient dans mon esprit dans le cadre de ma recherche. Et pour essayer de répondre à ces questions, forcément, je vais essayer de me tourner vers la doctrine anglaise ou les documents officiels anglais. Et on était en 2004-2005, donc peut-être que les accès aux informations juridiques étaient un petit peu différents que maintenant. Mais en tout cas, moi, dans mon centre de recherche en Belgique, j'avais très peu d'accès à la doctrine anglaise, à la jurisprudence qui pouvait s'être développée par rapport au PPP. Et en tout cas, de là où j'étais, de mon bureau, si vous voulez, j'avais pas du tout l'impression de comprendre quels étaient les liens entre tous ces documents que je pouvais trouver sur Westlaw comme base de données, ou sur Highland Online, ou sur le site du ministère des Finances. Et je voulais un peu savoir comment il fallait que je les lise, comment il fallait que je les articule en un discours qui faisait du sens pour les Anglais, si vous voulez. Et du coup, je me suis dit que pour essayer de répondre à cette question pratique de compréhension, d'agencement des textes et de leur traduction en pratique, il fallait que j'aille en Angleterre. Et donc, j'ai postulé dans une université anglaise à Cambridge pour faire une année de recherche, donc un diplôme de recherche là-bas. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai pu faire plusieurs constats, notamment qu'il n'y a pas beaucoup plus de doctrines que celles que j'avais pu trouver de mon bureau en Belgique. Mais par ailleurs, j'ai aussi eu d'autres questions qui sont nées dans mon esprit et j'ai décidé de convertir mon diplôme de recherche de 9 mois en un doctorat en Angleterre. Et là, forcément, je me suis trouvée dans une autre culture juridique, ce qui pose un certain nombre de questions de méthode. Mais du côté anglais, j'avais accès à une bibliothèque. Alors, c'est une bibliothèque non seulement juridique, mais aussi non juridique. Pour mon sujet, qui était un peu à la limite entre l'administration publique, un peu de sociologie des organisations et du droit, c'était très important d'avoir accès à tous ces documents scientifiques, mais non juridiques. Et toute cette partie-là, j'aurais pas eu accès à partir de mon université belge. Et j'avais vraiment tous ces documents à ma disposition. J'avais l'ensemble de la doctrine, non seulement sur les PPP, mais aussi sur le droit administratif anglais, et c'était nécessaire pour moi de comprendre un peu la place des PPP dans le droit administratif anglais. J'avais accès à tous des rapports, alors National Audit Office et la Cour des comptes anglaise, que je devais essayer de comprendre, et à partir du fait que j'étais en Angleterre, j'ai pu discuter avec des praticiens de la gestion publique, des praticiens du monde des PPP. J'ai fait pas mal d'entretiens et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses que les juristes anglais pouvaient dire sur mon sujet, alors que d'autres disciplines pouvaient en parler de manière assez détaillée. Alors là, j'ai fait aussi un rapport de droit relativement positif sur les PPP pour l'Académie de droit comparé, donc c'était aussi une manière de valoriser ma recherche sur les PPP. Alors, du côté belge, il fallait aussi que j'arrive à utiliser, si vous voulez, le même type d'informations que celles que j'avais obtenues en Angleterre. Donc, j'ai trouvé les rapports sur les cours des comptes. J'ai aussi discuté avec des praticiens belges, mais je me rendais compte, ça c'est, si vous voulez, un résultat par rapport à ma recherche de droit comparé qui essaie de comparer la même institution dans deux pays différents, c'est qu'en Belgique, par contre, les juristes avaient beaucoup de choses à dire sur mon objet de recherche, et donc il y a une différence de discours ou de nature de discours entre l'Angleterre et la Belgique. Et en Belgique, pour essayer d'avoir accès à des praticiens et au monde de la pratique des PPP, j'ai obtenu un contrat de recherche financé par la Confédération de la construction, un contrat de recherche de 9 mois où j'ai discuté avec les praticiens de la Confédération de la construction, des firmes comme Suez, enfin l'équivalent de Suez, une filiale de Suez en Belgique, qui m'ont exposé leurs problèmes avec les PPP, les problèmes pratiques des juristes de ces entreprises. Alors, si on regarde dans la ligne du temps, ça s'est passé comme ça pour moi. C'est pas que au départ j'avais une vision très stratégique de où j'allais passer mon temps, mais comme je venais d'un monde belge où j'avais quand même déjà fait un certain nombre de recherches sur les PPP en Belgique, j'avais une connaissance, disons, de base de mon objet de recherche en Belgique. Quand je suis arrivée en Angleterre, où j'ai vraiment
formellement commencé mon doctorat, je me suis concentrée sur l'Angleterre pendant une année. On a en Angleterre une sorte de mémoire à rendre au bout d'un an. Je suppose que vous avez peut-être aussi une sorte de mémoire ou... Non, ok, pardon, excusez-moi. Mais en Belgique, ok, d'accord. Mais bon, ça peut être très intéressant d'essayer de formaliser le résultat d'une année de recherche, de voir où on en est, et puis d'essayer de cibler, de rediriger la recherche. Et bon, cette première année, pour moi, ça a vraiment été utile pour faire le point sur le droit anglais, ce que j'avais pu trouver, etc. J'ai surtout parlé du London Underground, qui était à l'époque très en débat en Angleterre. Et puis en 2007-2008 et en 2008-2009, c'était les 2 années où j'ai vraiment fait le plus de recherches et d'interviews et d'expositions à la pratique des PPP. J'ai passé beaucoup de temps aussi bien en Angleterre et en Belgique, où j'ai présenté ma recherche à différents publics. En Belgique, à mon centre de recherche où il y avait des praticiens, en Angleterre à différents forums dans mon université. Puis j'ai mis en place mon petit contrat de recherche avec la Confédération de la construction belge, et je me suis vraiment immergée, je pense, dans la pratique belge pendant quasiment 9 mois. J'étais un peu en Angleterre, mais j'étais essentiellement basée en Belgique. Et puis la dernière année, pour moi, ça a été la grande année d'écriture, donc j'ai surtout fait de l'écriture. Et puis quand j'allais en Belgique, c'était vraiment pour trouver les 3 notes de bas de page qui me manquaient encore, ou des choses comme ça. C'était plus vraiment un travail de recherche de fond, c'était beaucoup plus formel dans mes séjours, et beaucoup plus bref, ciblé en tout cas. Alors, quand on voit la dynamique du doctorat, après, qu'est-ce que ça donne dans le texte en lui-même, et comment ça s'est passé? D'abord, en Angleterre, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai eu un comparatiste, je pense assez renommé, qui est le professeur John Bell. Je ne sais pas si vous faites du droit comparé, vous êtes français, anglais, ou même droit comparé, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un des auteurs anglais qui est souvent utilisé dans les rapports annuels du Conseil d'État. Vous savez, il y a un rapport annuel du Conseil d'État, il y a des thèmes, et puis à la fin, il y a souvent 4 ou 5 analyses de droit comparé. Et il est assez régulièrement utilisé pour le droit, enfin appelé pour le droit anglais. Il a passé une année, je pense, au Conseil d'État en France pendant, enfin comme je sais pas, référendaire ou comme étudiant dans les années 80, donc il connaît bien le système français. Il a écrit un ouvrage en anglais sur le droit administratif français, et il connaît très bien les systèmes continentaux, et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, et l'avantage c'est qu'il connaissait relativement bien le droit continental, le droit français, donc il pouvait vraiment bien me guider et me poser les bonnes questions, aussi bien sur le contenu du droit que sur la méthode de droit comparé que j'utilisais. Donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la méthodologie que j'ai suivie dans mon doctorat, j'ai été très bien encadrée. Alors le texte du doctorat, pour voir comment mes recherches finalement ont trouvé à s'exprimer, s'articuler dans le texte. En Angleterre, on a une limite formelle que vous n'avez pas en France, mais la moyenne dans les différentes universités, c'est que le texte doit faire 80 000 mots. Alors 80 000 mots, ça fait combien? Normalement, ça fait 500 mots par page, donc ça fait ceci comme volume, ce qui est sans doute assez réduit par rapport aux thèses françaises, mais c'est la norme en Angleterre. Et sur les 80 000 mots, il y a à peu près un quart qui sont consacrés au droit belge, le reste est consacré au droit anglais ou à une approche plus neutre de mon objet de recherche. Et j'ai dû forcément justifier le droit comparé dans ma recherche, et là j'ai eu un petit peu plus ça posait un peu plus de problèmes pour moi. Alors je vous mets ce que j'ai dit, donc il y a plus que ça exactement sur la méthode de droit comparé. Après j'ai développé en 2 ou 3 pages la technique que j'avais utilisée, mais il était important pour moi d'expliquer l'apport d'une Belge par rapport à un objet de recherche anglais, les PPP étant particulièrement anglophones, et j'ai essayé d'expliquer qu'une approche de quelqu'un qui est extérieur, qui a des idées, des concepts qui sont très fortement liés au contrat public,
de manière proche au droit français, même si c'est un peu différent, pouvaient avoir une contribution au débat anglais. Et en Angleterre, pour le moment, ou depuis une petite dizaine d'années, il y a une discussion pour savoir si les contrats publics doivent être formalisés, doivent peut-être prendre la direction d'une approche plus française des contrats publics. Madame Davis, que je cite à la fin de la citation, a fait une analyse où elle utilise le droit français, notamment la théorie de l'imprévision, pour dire que ce type de théorie devrait trouver à s'appliquer en Angleterre. Et mon approche était de dire que voilà, en tant que Belge, je pouvais prendre un regard extérieur aussi bien sur le droit français et le droit anglais, et que je pouvais éventuellement essayer de contribuer à la discussion à partir de ce regard plus externe. Alors, quand je regardais mon doctorat, pour savoir quelle est exactement la place, et je sais qu'en plan 5 chapitres, ça risque de poser beaucoup de problèmes, je suis désolée, mais je pense qu'il y aurait moyen de le reformuler en 2 parties, 2 sous-parties, ne vous inquiétez pas. Il y a une introduction, bien sûr, mais après, il y a un chapitre 1 qui est essentiellement un cadre conceptuel et, à mon sens, pourrait s'appliquer à n'importe quel PPP, parce que c'est l'endroit où je pose les questions et je ne propose pas d'analyse substantielle, mais ce sont toutes les questions que l'on peut conceptualiser sur l'objet de recherche. Puis le chapitre 2 est vraiment un chapitre où j'utilise à moitié pour le droit anglais, l'autre moitié pour le droit belge, et où j'essaye d'expliquer ce qui se passe de manière relativement descriptive, donc c'est moitié-moitié. Et puis dans le chapitre 3, 4 et 5, j'essaye de prendre différentes questions. Elles sont particulièrement pertinentes pour le système anglais, la relation entre les co-contractants, la relation vis-à-vis des tiers, donc des usagers essentiellement. Et dans le chapitre 5, j'examine le trust, qui est une institution anglaise, pour savoir comment est-ce qu'il y a un lien qui peut être établi entre le trust et les PPP. Et ces questions, comme elles sont essentiellement destinées à comprendre le système anglais, ne sont traitées que de manière relativement limitée, par contraste avec le système belge. Et mon objectif était de dire que, en fait, même si si les PPP sont particulièrement anglais, on peut trouver des similitudes finalement assez flagrantes dans un système tout à fait différent, le système belge, où finalement la relation entre l'État et le marché se conçoit de manière pas identique, mais en tout cas proche. Et puis, dans ma conclusion, j'arrivais à une comparaison. Alors, il y a encore un autre aspect, forcément, dans le doctorat. Monsieur Champy vient de dire que vous aviez eu un séminaire consacré à la défense. Pour moi, la défense, c'était quelque chose d'un peu exotique, parce qu'elle ne correspondait pas du tout à ce type de défense que je connaissais en Belgique. La défense en Angleterre, c'est une défense privée, donc c'est uniquement une relation avec 2 autres collègues, personnes. Normalement, il y a toujours un intérieur et un extérieur, et une personne qui est très proche du sujet de recherche et une personne qui est plus éloignée du sujet de recherche. Et Madame Davis, c'est la personne que je citais au début de ma thèse. Elle est tout à fait la spécialiste de mon sujet. Elle a écrit le livre quand il est sorti en 2008. J'aurais tellement voulu pouvoir écrire à ce niveau-là, parce que c'était impressionnant la manière dont elle articulait toutes mes questions. Et donc, elle représentait vraiment l'expert dans le jury. Et M. Feldman, il est un comparatiste de common law qui est plus généraliste pour sa part. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est seul vis-à-vis de 2 personnes extérieures. Il n'y a pas le directeur de thèse pour éventuellement justifier ou en tout cas soutenir certains choix qui ont dû être opérés pendant la défense. Et ce qui m'a très fortement intéressée, par rapport auquel j'étais un peu anxieuse quand j'ai fait ma défense, c'est qu'il y a une partie du droit belge et aucun des deux n'est vraiment spécialiste du droit belge. Je me demandais comment ils allaient aborder l'angle du droit comparé. Alors M. Feldman, il a posé des questions sur un droit qui m'était totalement étranger, le droit israélien, et il n'a pas du tout interrogé de manière détaillé, mais il voulait me poser exactement le même type de questions de privatisation
que celle que j'essayais d'examiner dans ma thèse, pour voir comment mon cadre analytique de droit comparé pouvait s'appliquer à un système sortant de mon cadre d'analyse. Et la surprise du débat, c'est que le cadre d'analyse que j'avais choisi pouvait s'appliquer de manière plus large qu'à la relation droit belge, droit anglais, mais aussi pour un système de droit qui m'était absolument étranger à l'époque. Et Madame Davis, elle, comme elle était très intéressée sur le droit français, elle aurait voulu, m'a-t-elle dit, avoir plus d'informations sur le droit belge, donc à la limite, elle aurait voulu avoir plus de détails sur cette partie-là dans ma thèse. Alors, comme je vous dis, il n'y avait pas d'examinateur spécialiste de droit belge dans ma défense, et pour moi, c'était quelque chose qui me posait problème, parce que je voulais avoir une ratification, si vous voulez, de ma méthode de recherche. Et donc, c'est pour ça qu'en Belgique, on a une procédure un petit peu particulière. Je ne pense pas, en fait, qu'elle existe en France en tant que telle. L'équivalence d'un diplôme de doctorat. Je crois que vous avez peut-être des équivalences à d'autres niveaux, mais pas... Je suis pas sûre. Enfin, en Belgique, j'ai pu avoir donc la reconnaissance de mon diplôme de docteur en droit ou en sciences juridiques, qui est une procédure sur dossier qui était composée donc par 3 professeurs belges, mais qui est composée chaque fois par rapport au thème de recherche. Donc c'est vraiment des spécialistes de mon domaine de recherche qui ont, si vous voulez, validé ou en tout cas relu mon dossier. Alors ils n'ont pas lu la thèse, mais ils ont demandé un résumé assez important en volume de la thèse où je devais expliquer justement mes résultats de recherche. Et c'est important en Belgique parce que ça permet d'avoir accès notamment au FNRS. Donc le FNRS, c'est le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, qui permet donc un financement et d'avoir potentiellement un retour vers la Belgique si jamais je voulais retourner en Belgique. Mais ce qui montre, je vous ai indiqué cette information pour vous dire ce que ça veut dire d'avoir une équivalence pour moi potentiellement. Alors la question après, c'est que j'avais ce document. Mais en Angleterre, on est aussi apprécié, ou la qualité d'une recherche est aussi appréciée par le fait qu'on publie cette thèse et qu'on la met dans le domaine public. Et là, j'ai rencontré une question qui je n'avais pas vraiment envisagée au début de ma recherche, c'est de savoir quel est le marché, quel est le public qui va accepter de donner 85 ou 90 points pour un ouvrage sur les PPP, anglais, certes, mais aussi belge. Et donc, la partie belge faisait un peu sourire les maisons d'édition quand j'ai été contactée. Et il y en a un, je lui dis très honnêtement, écoutez, je suis maintenant lecturer en French Law, écoutez, je peux changer, mettre du droit français à la place du droit belge. Et il m'a regardé très gentiment, ce monsieur, en me disant, écoutez, tant que ce n'est pas des PPP chinois, ça n'intéressera pas plus de monde. Et j'étais, ok, bon, la Chine, je dois oublier. Donc, finalement, j'ai dû retirer les PPP, la partie plus comparée, pour pouvoir obtenir un contrat d'édition. Mais en Angleterre, vous ne payez pas, vous êtes vraiment, c'est l'éditeur qui prend la charge et le risque commercial. Donc, c'est normal qu'il ait aussi des critères par rapport au public et par rapport au marché sur lequel il va vendre l'ouvrage. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé mon doctorat pour retirer la partie relative au PPP belge et, essayer de justifier mes résultats par une approche souvent plus historique. Et donc, mon deuxième chapitre est beaucoup plus contextualisé par rapport à l'histoire anglaise, l'histoire des techniques anglaises. Par contre, toute la partie plus de droit comparé, ça, j'essaie de la valoriser. Alors, je la valorise de différentes manières dans des recherches scientifiques, aussi bien parce que j'ai quand même acquis, j'espère, un certain niveau de compétence dans le droit comparé. En tout cas, j'ai un intérêt pour le droit comparé et j'essaie de le valoriser. J'essaie de valoriser l'approche plus anglaise pour un public francophone en Belgique. Les PPP sont des contrats publics, comme mademoiselle l'a dit, et j'essaie de développer mes recherches par rapport à différents aspects de contrats publics qui s'articulent autour d'une comparaison entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni. Et j'ai un contrat de recherche, un contrat de publication avec l'ARCIE pour développer cette approche au niveau européen dans les prochaines années. Je crois que c'est pour les 2 prochaines années, quelque chose comme ça. Alors, tout ça pour vous expliquer que moi,
j'avais une interrogation qui était très personnelle, qui était ancrée dans mon approche que j'avais obtenue par mon diplôme de candidature en droit, par une interrogation professionnelle dans le courant de la recherche contractuelle que j'avais obtenue avec le ministère de l'économie belge. J'avais cette question sur les PPP, sur ce que ça représentait en termes de culture administrative flamande et quel était le renouvellement de la relation entre l'administration et l'administré. Et puis qu'après, j'ai construit mon cheminement et mon doctorat de manière relativement pragmatique. Quand j'avais des questions, j'ai essayé de trouver des réponses qui permettaient au moins de répondre à ce que j'espérais une partie de la question. C'est vrai que j'avais beaucoup d'envie de me consacrer à du droit comparé. Et pour moi, c'est vraiment important de nourrir ma réflexion par rapport au droit comparé. Et puis, il y a une partie de ma recherche qui s'est nourrie simplement de rencontres particulières, notamment avec mon directeur de thèse, mais aussi avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer dans le courant de mes recherches, qui font que j'ai choisi, j'ai opté pour les choix que j'ai faits. Et donc, je suis un peu au milieu du gué. Je ne suis pas encore nécessairement très loin dans mon parcours, mais je pense que ce bout de parcours vu comme ça pour moi, permet de dire que je suis relativement satisfaite de ce que j'ai pu faire. Alors, il y a toujours des questions, il y a des choses que je voudrais consolider, améliorer, mais j'espérerais partager avec vous peut-être les joies du droit comparé et de l'expatriation quelque part.